Paris, un samedi de juin. La place Monge s'est transformée. Des parfums de citronnelle et de coriandre flottent dans l'air. Des tables pleines de livres, des enfants qui courent entre les stands. C'est le Food and Book Market. Ici, on vient goûter, lire, se retrouver et peut-être se rappeler. L'idée, en fait, c'était vraiment d'avoir un espace de représentation pour justement les gens de la diaspora vietnamienne. Quand je dis la diaspora, ça va être deuxième, troisième génération d'immigrés pour avoir un petit peu cet espace où on peut se retrouver, où on peut s'exprimer. Là, quand je dis expression, je pense surtout au cinéma. Mais là, aujourd'hui, en ce qui concerne la littérature et la nourriture, c'est aussi pour quelque part partager avec les gens qui sont un peu moins familiers, parce qu'on va retrouver des gens ici qui ont des liens avec le Vietnam, du coup, qui ont des membres de la famille au Vietnam, qui sont ici, mais aussi des gens qui n'ont pas du tout de lien avec le Vietnam, mais qui seraient désireux de vouloir justement en apprendre un petit peu plus. Ce festival, né dans le cadre de Ici Vietnam Festival, c'est un lieu de transmission pour celles et ceux qui viennent du Vietnam ou de plus loin encore, pour celles et ceux qui cherchent à comprendre. C'est très important pour garder la culture, la tradition pour les Vietnamiens, les gens d'origine vietnamienne qui vivent en France, et aussi pour présenter la culture vietnamienne pour tout le monde. Du coup, c'est pour ça que nous on crée le festival avec le festival Food. Ici, on ne fait pas que manger, on cuisine des souvenirs. On roule, on découpe, on trempe, comme on le faisait là-bas, comme le faisaient nos mères, comme on l'apprend à nos enfants. Alors cette année au festival Ici Vietnam, on organise un atelier ça roule pour apprendre à rouler des goi kong, des rouleaux de printemps. Là on est au tout début de l'atelier, ça a pas mal de succès. C'est la première fois qu'on le fait parce que c'est un plat qui est quand même assez typique du Vietnam, notamment dans le sud. C'est un plat idéal pour cette météo-là parce qu'il fait assez chaud, plein de fraîcheur. Et les gens sont assez curieux de découvrir la technique parce que c'est un plat qui est un peu bourré de clichés, voilà, qui est pas très nourrissant, qu'on mange en entrée, alors que en fait c'est pas du tout ça. Donc on est content de faire partager cette tradition aujourd'hui ici au Vietnam. C'est que la cuisine, c'est vraiment le vecteur principal pour transmettre notre héritage. Donc là, par exemple, j'ai mes deux filles, Cléa et Eva, qui sont au premier rang. Et j'aime à penser que ce qu'elles vont retenir de plus de la culture, c'est la cuisine. Le vietnamien étant assez difficile à parler, je pense que voilà, ça sera. Je doute qu'elles arrivent un jour à parler cette langue, mais par contre, je sais qu'elles adorent manger du pho, je sais qu'elles adorent manger du tikra, donc le fameux pain au caramel. Toi aussi, Émilie, dans un post sur Instagram que tu as publié très récemment, on voyait que ça te tenait à cœur de ton fils au Vietnam, même si tu es très jeune. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, absolument. Je me reconnais dans ce que tu dis sur. Par exemple, je parle vietnamien à mon enfant, mais je ne suis pas certaine encore de ce qu'il peut prendre. Il y a quelques bribes de mots qu'il emploie un peu dans son quotidien, mais voilà, c'est un peu vaporeux. Alors que la nourriture, ça pour sûr, quand je lui fais à manger, que je lui donne ça, je me dis qu'il se passe quelque chose et que ce quelque chose-là, c'est-à-dire cette bibliothèque des goûts que j'espère qui va s'agrandir au fil des années, je me dis que ça formera un socle qui le rendra heureux et à l'aise d'aller au Vietnam, content sur place. Ce sera une première forme de déjà là et d'aisance quelque part. On parle souvent d'identité, mais ici, on la sent. Dans les saveurs du sud, dans les silences du nord, dans chaque herbe, chaque soupe, chaque sauce nok mam ramenée de Paris 13e. Ce n'est pas un food court, c'est un rite. Chaque bouchée raconte une histoire. L'après-midi avance, le bruit des casseroles s'éloigne. Place aux voix, celles qui écrivent, qui creusent, qui réveillent les silences. Dans ce book market, il n'y a pas que des romans. Il y a des cicatrices,
Et moi, j'avais envie de créer un lien entre ma fille et ma mère, entre ma fille et ma grand-mère, qui ne se sont pas connues. Et en fait, ce texte, je le prends vraiment comme un lien, une corde tendue entre le présent et le passé. Et j'avais envie que cette corde existe pour que, voilà, que ma fille puisse le lire un jour et que toutes les gens de sa génération ou même un peu plus âgés qui s'intéressent à cette histoire-là puissent se tourner vers un texte littéraire s'ils avaient envie qui parle de ça. La littérature vietnamienne française n'est pas un genre. C'est un geste, une nécessité, un pont invisible entre générations, entre ici et là-bas. Le Vietnam, on en parle souvent au passé. Une guerre, des images, des bombes. Mais ici, la guerre n'est pas un fait historique. C'est une présence discrète, persistante. On est né pendant le bombardement américain du Nord-Vietnam. D'ailleurs, c'est le premier bombardement. Et voilà, on devait quitter la capitale Hanoï pour s'installer, pour se réfugier à la campagne. Vous avez quitté en 72, tu veux dire pendant les bombardements de 72, vous êtes allé à la campagne pour échapper C'est ça, échapper au bombardement. Et vous aviez 5 ans. Oui, c'est ça. Et vous vous en rappelez toutes les deux du Ah, bombardement? oui, on se rappelle très très bien. Vous voyez, les alarmes, vous voyez, et le bruit, surtout le bruit. Et même le village où on était pendant le bombardement, c'est trop assez loin, il faut 30-40 km à nous, mais on entend toujours, vous voyez, et surtout les alarmes, même dans la nuit, pour prévenir l'arrivée des B-52. Donc, c'est à chaque minute, hein, on dit, voilà, les B-52 se trouvent à 5 km, à 50 km à Hanoï, après c'est à 45 km à Hanoï. Les bombes ont cessé, mais les mots, eux, continuent. Chaque roman est un refus d'oubli. Chaque page est une tentative de traduction de ce qui ne se dit pas. Un mot en vietnamien peut être à la fois un pronom, le tôi par exemple, le fameux tôi qui désigne le pronom personnel à la première personne singulier, neutre, ni féminin ni masculin. Le tôi encore aujourd'hui, ça peut être un nom qui désigne un esclave. À l'origine, c'est tôi, ça veut dire toiteur, ça vient d'esclave. Et petit à petit, le tôi utilisé d'abord si vous par curiosité vous ouvrez le dictionnaire, le premier dictionnaire annamite portugais rédigé par Alexandre Roth au XVIIe siècle sur Internet, vous pouvez le trouver. Et Alexandre Roth avec toi, il a écrit équivalent de égaux. Esclave, premier sens, après, deuxième sens, équivalent de égaux en latin. Donc, et comment ça se fait qu'on va de esclave à égaux? Oui, c'est quand même. Oui, mais c'est assez original comme glissement. Tu sais, le glissement en français, hein, le sujet en français, le sujet au début, c'est un sujet par rapport au roi aussi. Hein. Ah oui, bien sûr, oui. Mais c'est pas si. Ouais. Donc, le taux, il y a en vietnamien déjà depuis toujours, vous avez plusieurs mots pour désigner le pronom personnel à la première personne au singulier. Mais les missionnaires, lorsqu'ils sont arrivés au Vietnam, et ils ont essayé Alexandre Roth, mais qu'un des missionnaires qui ont tenté de transcrire la langue vietnamienne en alphabet latin, ils ont choisi le tôi pour traduire le jeu neutre dans la Bible, qui désigne un rapport neutre, égal à égal entre un individu et Dieu. Donc, ils ont décidé de traduire je par tôi. Et c'est pour ça que le tôi, au début, a été utilisé surtout dans le milieu catholique. Après
Après le souvenir vient le constat, celui d'un pays qui oublie, d'une société qui efface. Un des premiers mots qui me vient, c'est, je pense, le déni. Donc, alors, il y a le déni de la société envers son propre racisme, c'est-à-dire qu'on a envie que l'histoire coloniale, ce soit juste une histoire du passé, que tout le monde est passé à autre chose et à oublier, et que les personnes qui vivent dedans, on les accuse d'être dans une rente mémorielle, tu vois. Et moi, je dis, non, je pense qu'on a toujours des problèmes à régler et qu'on doit les regarder en face. Donc ça, c'est le déni de la société française qui nous dit, oh mais nous, on ne voit pas les couleurs, ce qui est une manière très, très habile de ne pas voir le racisme. Voilà. Et la société va nous accuser, nous qui voyons les races sociologiques. Donc évidemment, il n'y a qu'une seule race biologique, c'est l'être humain, mais il y a des races sociologiques qui sont des catégories imaginaires dans lesquelles on enferme les gens et qui sont discriminées à cause de cet enfermement. Donc tant que la société française ne reconnaît pas ça, donc on a un problème de déni. Ensuite, il peut aussi y avoir finalement un déni de la part des communautés asiatiques elles-mêmes. Je pense notamment à la communauté sud-est asiatique qui est arrivée ici en France, qui a énormément de gratitude et à juste titre, puisque ces communautés-là risquaient peut-être et sûrement leur vie dans les régimes qu'ils ont fuis. Faut pas se mentir là-dessus. Donc c'est des personnes qui vont plutôt voir un côté peut-être très positif de la France et qui vont peut-être l'idéaliser et transmettre à leurs enfants ce côté tout va bien, il n'y a pas de problème. Sauf que dans la pratique, finalement, quand bien même on fait tous les efforts possibles et imaginables pour s'intégrer, pour être exemplaire, on ne se fondra jamais vraiment dans la masse. C'est faux. On nous renverra toujours à cette altérisation, à cette identité qui est autre. Et ça, c'est très, très difficile. Donc moi, je pense que j'ai été très, très longtemps dans le déni. Je pense que j'ai énormément adhéré au mythe de la minorité modèle parce que j'étais finalement entourée de personnes qui réussissaient. Mais ça, c'était avant de me pencher un peu sur les raisons sociologiques de la réussite. La réussite ne repose pas sur les gènes, la réussite repose plus sur le capital socioculturel qu'on a au départ. Donc une fois qu'on a surmonté ce déni, on peut se politiser, on peut reconnaître qu'il y a un racisme et avoir un levier pour agir dessus. Mais ça, je pense que c'est plutôt l'affaire des deuxième et troisième générations. On dit souvent que la deuxième génération se réveille. C'est faux. Elle s'organise, elle écrit, elle documente, elle soigne. Il y a vraiment de la violence, elle est mesurable, elle est quantifiable. La violence coloniale, elle est mesurable et quantifiable et on peut l'exprimer ici. Et elle continue finalement, même si la colonisation est terminée, on est dans une société qui est inégalitaire du fait de cette histoire coloniale et ça se ressent encore maintenant. Dans certaines cultures, on laisse une chaise vide pour les fantômes. Ici, ils étaient là, discrets, bienveillants. Peut-être que l'avenir se construit aussi avec nos morts. Peut-être qu'il faut écouter leurs murmures, leurs regrets, leurs recettes, pour enfin se sentir complet. Il y avait des plats, des livres, des mots, des silences. Ça m'est venu assez instinctivement, ce geste-là de création, pour à la fin, en fait, trouver que les parties que j'avais fait, en fait, je me suis mise à lire sur la médecine traditionnelle vietnamienne et j'ai trouvé dedans, en fait, la forme de mon livre. Et c'était très étonnant. C'était, en fait, des mouvements, 5 mouvements qui correspondent à des éléments naturels. Donc, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et ces mouvements, ces éléments naturels correspondent à des éléments, à des organes vitaux. Et donc, si on s'occupe bien de chaque organe, tout le corps va bien. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est en fait ressusciter le corps vietnamien dans le corps français, lui rendre vie, aussi faire un espèce d'autel à mes ancêtres pour que tout le corps français aille bien. Donc moi, mon côté thérapeutique, il est passé par là, quoi. Il y avait des gens qui cherchaient, d'autres qui savaient.
et certains simplement là pour goûter. On vous a montré ce qu'on a vu, entendu, ressenti. La suite, elle s'écrira ailleurs, à une table, dans une cuisine, ou sur une autre scène. On capte l'instant pour qu'il reste.